Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo résumée du livre Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. On arrive sur la 4e partie du livre, Comment arrêter les conneries. L'auteur dit qu'on s'accroche tellement à nos croyances limitantes, comme par exemple je n'ai pas assez d'argent, je ne suis pas assez bon, je ne peux pas démissionner, etc., qu'on s'empêche de voir toutes les possibilités et les opportunités qui nous entourent. Elle donne dans le livre un petit exercice à faire, vous pouvez le faire aussi maintenant. Pendant 1 minute, il faut compter tous les objets rouges autour de soi. Vous pouvez mettre pause et compter vos objets. Une fois que c'est fait, sans regarder, essayez de penser à tous les objets jaunes de la pièce. Il y en a sûrement, mais comme on était concentré à compter les objets rouges, on ne les a pas vus. Elle dit, je cite, « Notre réalité prend forme là où on choisit de fixer son attention ». En fait, des fois on est tellement dans nos habitudes qu'on ne voit pas les autres réalités possibles. Il faut prendre la décision d'abandonner tout ce qui ne nous sert pas, même si on y est attaché, pour rendre réelle la vie qu'on désire. Modifier sa perception, ça permet de faire des changements dans sa vie. L'auteur dit, je cite, « Notre expérience sur cette planète est déterminée par la façon dont nous décidons de percevoir la réalité. » Bien sûr, elle dit que toutes nos expériences, même celles où on n'est pas forcément complètement aligné à ce qu'on veut vraiment, elles nous permettent quand même d'apprendre, de progresser, d'évoluer, de grandir. Mais si on a envie de changer, c'est important de passer le cap et écrire une nouvelle histoire qui correspond mieux à ce qu'on veut vraiment. Elle donne ensuite des conseils pour changer ses perceptions. Premier conseil, prendre conscience des histoires qu'on se raconte. Ces histoires, elles sont pas forcément la réalité. Elles peuvent être réécrites et plus vite on les réécrit, plus vite on aura la vie qu'on veut et on sera plus heureux. Ce n'est pas aux autres ou à la société de décider ce que doit être notre vie. Il faut d'abord identifier ce qu'on se raconte, donc s'écouter parler, penser, parce qu'on a tendance à s'habituer à nos pensées et on ne doute plus de leur vérité. On peut surtout mettre notre attention sur les phrases qui commencent par « j'ai toujours »,« je n'ai pas »,« je voudrais »,« je devrais »,« je ne peux pas ». Se servir du pouvoir de la pensée pour changer ses habitudes et donc changer de vie. Les pensées, c'est un outil très efficace et on voit qu'elle en parle beaucoup de fois dans son livre. Il faut se demander quelle histoire on se raconte le plus souvent pour s'auto-saboter. Qu'est-ce qu'on se dit souvent et qui finit par déterminer qui on est. Deuxième conseil, il faut repérer ce qu'on gagne à travers nos histoires. En général, on ne fait pas les choses sans en tirer un bénéfice d'une façon ou d'une autre, même si ce bénéfice est malsain. Si une histoire qu'on se raconte, elle nous pourrit la vie, c'est qu'on doit quand même en tirer quelque chose. L'auteur dit que par exemple, si on est déprimé, c'est peut-être aussi parce que du coup ça nous donne une excuse pour pas faire de ménage, pas faire de sport, de ne pas faire des choses trop difficiles pour ne pas risquer d'échouer. Ça attire aussi l'attention des gens, ils vont prendre soin de nous demander comment on va. Autre exemple qu'elle donne, si on dit qu'on est nul en amour, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de s'engager, on a toujours sa liberté, on risque pas d'être blessé, on n'est pas vulnérable. Bien sûr, chaque cas est différent. C'est intéressant de se poser à soi-même les questions qui nous permettront de savoir pourquoi on a certaines croyances, ou au moins qui vont nous diriger sur certaines pistes. En général, on va valoriser les avantages qu'on peut retirer des histoires qu'on se raconte, plutôt que ce qu'on pourrait obtenir autrement. Parce que forcément, ce qu'on se raconte, c'est familier, c'est confortable, donc au fond, on a peur de les abandonner. C'est en fait une stratégie de survie, mais c'est important de les abandonner parce que sinon, on va toujours reproduire le même schéma. Une fois qu'on a identifié les faux avantages que nous apportent nos histoires, on va pouvoir les remplacer par des visions plus puissantes. Son troisième conseil, du coup, c'est se débarrasser de ses casseroles. L'auteur conseille d'écrire sa liste de je ne peux pas et je devrais et essayer de ressentir ce que nous apportent ces fausses croyances. Par exemple, je me sens en sécurité de vivre chez mes parents, je n'ai pas besoin de trouver de travail, etc. Se concentrer ensuite sur ce qui nous pousse à agir comme ça, donc dans cet exemple, c'est la sécurité. Et très important, être transparent et honnête avec soi-même sur ses motivations. Elle conseille ensuite de voir les faux avantages comme ce qu'ils sont vraiment, des parties de nous qui ont peur. Les remercier d'avoir essayé de nous protéger tout ce temps, puis les virer sans regret. Remplacer les sensations que nous procuraient ces faux avantages par de nouvelles sensations. Donc de joie, de pouvoir, d'excitation à devenir la personne qu'on veut vraiment être et penser à ce que ça va nous apporter. Continuer de visualiser ou d'écrire si on préfère ce que ça nous fait quand on remplace ces vieilles histoires. Et pour finir, prendre une décision. On est prêt pour le changement, pour mettre en place des actions. Donc en résumé, pour que ce soit plus clair, faire la liste des vieilles histoires qu'on se raconte, écrire les bénéfices qu'on retire de ces histoires, ressentir ces faux bénéfices, les remercier et les abandonner, prendre chacun de ces faux bénéfices et les remplacer par des affirmations positives, et ensuite se répéter ces histoires ou ces affirmations jusqu'à ce qu'elles deviennent vraies. C'est important de se rappeler que rien n'est permanent, donc ce qu'on se raconte et ce qu'on vit à l'heure actuelle non plus. Pourtant, on a tendance à s'y accrocher et on reste dans un faux sentiment de sécurité. Il faut vraiment être prêt à lâcher prise et à ne jamais arrêter de réinventer ses propres histoires. Après ça, c'est important d'aller de l'avant. Une fois qu'on a remplacé ces fausses histoires, ces fausses croyances, bien sûr, il faut agir. Se concentrer sur les bonnes choses, produire un effort plutôt que de rester dans ces sensations familières et confortables de la déprime. Bien sûr, ici je ne parle pas de dépression, ça c'est quelque chose à part. Donc prendre conscience de ses anciennes habitudes et les modifier. Elle conseille aussi de sortir de sa routine. Par exemple, aller faire ses courses dans un magasin dans lequel on n'a pas l'habitude d'aller, changer de trajet,
changer sa façon de s'habiller, etc. Quand on se force à sortir de sa routine, ça nous permet de remarquer de nouvelles réalités qui ont toujours été là mais qu'on n'avait pas vues avant. L'auteur conseille aussi d'enrayer la spirale. Bien sûr, on peut être triste. Quand une mauvaise chose nous arrive, elle dit de la ressentir, d'en tirer des enseignements si on le peut, puis passer à autre chose et reprendre sa vie. Personnellement, je trouve qu'elle donne plutôt de bons conseils. C'est pas forcément facile de faire une introspection et de se demander pourquoi on a telle ou telle croyance, mais c'est intéressant et c'est important pour pouvoir les modifier. Bien sûr, chacun peut prendre un temps différent pour y arriver. S'il y a vraiment une chose à en retirer pour moi, c'est vraiment se concentrer sur ce qu'on veut, sur les aspects positifs des choses dès qu'on le peut et le plus possible, et continuer d'avancer à son propre rythme. C'est vrai que la plupart du temps on agit par peur, donc c'est important de déterminer d'où nous vient cette peur et qu'est-ce qu'elle nous empêche de faire. Il faut pas oublier que le premier pas pour avoir ce qu'on veut, c'est avoir le courage de quitter ce qu'on veut plus. L'auteur dit, je cite, « Quand on dit qu'on n'a pas les compétences, c'est souvent qu'on est en réalité trop effrayé plutôt qu'incapable. » Elle dit qu'on a tendance à dépenser beaucoup d'énergie à se trouver des excuses pour ne pas être ou ne pas faire ce qu'on veut. Elle dit aussi qu'on en sait beaucoup plus qu'on l'admet, qu'on est attiré par ce pourquoi on est naturellement doué et que la passion est plus forte que la peur. Souvent, quand on se lance, c'est bien plus amusant que quand on attend d'être prêt et qu'on ne fait rien. Elle dit, je cite, « La procrastination est l'une des formes les plus fréquentes d'auto-sabotage parce qu'elle est très accessible. » Et elle dit aussi, « Si votre décision de changer de vie est sérieuse, vous trouverez un moyen, sinon vous trouverez des excuses. » Ensuite, elle donne des conseils pour stopper la procrastination. Premier conseil, le mieux est l'ennemi du bien. Elle dit qu'il faut se lancer même si on n'est pas tout à fait prêt. Rien n'est jamais 100% parfait, alors autant le faire maintenant et commencer. Pour ça, je suis vraiment d'accord avec elle, il faut pas chercher à ce que ce soit parfait, sinon on fait rien. Et moi, plein de fois ça m'est arrivé où je me disais c'est pas assez bien, c'est pas assez bien, au final je le faisais pas et après on peut avoir des regrets. Deuxième conseil, prendre note de ce qui nous bloque. À quel moment est-ce qu'on bloque quand on travaille sur son projet? Est-ce que c'est quand on doit faire des recherches, quand on doit téléphoner à quelqu'un? Moi, ce serait plutôt ça, je pense. Quand ça commence à marcher, si on arrive à déterminer le moment où on est bloqué, on pourra trouver des solutions pour dépasser ce blocage. Comme par exemple déléguer ou supprimer toutes les distractions possibles quand on travaille sur son projet. On peut se fixer des petits objectifs, par exemple passer 5 coups de téléphone avant de retourner sur les réseaux sociaux si c'est téléphoner qui nous fait peur. Rien qu'un petit pas, c'est déjà beaucoup. Troisième conseil, parier avec un ami. Elle conseille de faire un pari avec un ami qui saura tenir ce pari et nous le rappeler. Par exemple, parier de l'argent qu'on aura fait telle action avant telle date. Elle conseille de préparer le chèque et le poser devant soi ou le donner déjà à son ami sans qu'il l'encaisse bien sûr, pour se motiver à travailler sur son projet. Bien sûr, il faut faire ça avec des gens de confiance. Quatrième conseil, tenir compte de ses méthodes. Chacun fonctionne différemment. Il faut déterminer comment on fonctionne, comment on travaille, de combien de temps on a besoin par exemple. Si on sait qu'il nous faut du temps, prendre ce temps, mais du coup anticiper. Si par contre on sait qu'on s'en sort mieux à la dernière minute sous pression, profiter, ne pas se prendre la tête et se mettre au travail quand ce sera le moment. C'est important de se connaître pour pouvoir programmer ses actions. Personnellement, la procrastination c'est quelque chose qui me stressait beaucoup et je pense que c'est quelque chose qui me stresse toujours un peu aujourd'hui. Parfois c'est vraiment malsain parce que je m'en veux vraiment de ne rien faire, de ne pas être productive, alors que bien sûr il n'y a pas que ça dans la vie, et heureusement d'ailleurs. Il faut faire attention à pas tomber là-dedans parce que oui, faire des choses c'est bien, progresser, avancer sur ses projets c'est cool, mais ne rien faire de temps en temps ou quand on en a besoin, c'est bien aussi. Profiter de la vie c'est important, alors même si on aime ce qu'on fait et ses projets, c'est aussi important d'avoir des choses à côté, de profiter autrement et aussi de faire des pauses pour pouvoir tenir. C'est important de trouver un équilibre entre les deux. C'est vrai qu'en plus aujourd'hui on voit beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux qui disent qu'il faut se bouger le cul, il faut se lever tôt, il faut manger ci, il faut faire ça. Pour moi oui bien sûr il faut se bouger, il faut faire ce qu'on a envie de faire, il faut se donner les moyens d'arriver là où on veut aller, mais ça peut être très culpabilisant et au final enlever toute la joie dans ce qu'on fait. Ne pas oublier la dimension plaisir dans ce qu'on fait, et si vraiment on adore ce qu'on fait, ne pas oublier aussi de se reposer parce que c'est important. Et de toute façon en général quand on force trop, notre corps ou notre esprit nous le montre. Comme je le dis à chaque fois, trouver un équilibre. L'auteur dit qu'une grande partie de la souffrance qu'on s'inflige vient du fait qu'on va dramatiser inutilement beaucoup de choses. Encore une fois, ce qui est important, c'est de changer sa perception. Les 3 plaintes les plus fréquentes sont « je n'ai pas le temps ». Quand on est vraiment obligé, on trouve toujours le temps. Elle dit qu'on peut se dire par exemple « je n'ai pas le temps de ranger mon bureau », mais après on va passer 30 minutes à chercher un truc qu'on aurait trouvé rapidement si on aurait rangé son bureau. Donc au final, on a perdu 30 minutes, c'est 30 minutes qui auraient pu être du temps passé à ranger son bureau. L'auteur dit qu'il faut respecter le temps. Si on a tendance à être toujours en retard, prendre l'habitude d'être en avance. Si on a tendance à oublier ses rendez-vous, les noter sur son agenda. Elle dit qu'il faut aussi identifier ses distractions favorites, déterminer ses mauvaises habitudes et recréer des nouvelles habitudes. Par exemple, si on regarde tout le temps son téléphone quand on travaille, se forcer à le mettre dans une autre pièce à ce moment-là ou le mettre en mode avion. Il faut trouver des astuces pour modifier ses habitudes et être discipliné, s'y tenir. Elle dit aussi qu'on peut découper une grosse tâche en plusieurs petits morceaux pour que ce ne soit pas décourageant. Par exemple, si on doit ranger toute notre maison, se concentrer sur une pièce à la fois. En découpant les tâches, ça nous paraît souvent beaucoup plus gérable. On peut aussi découper son temps, par exemple on se
dit qu'on travaille 1 heure à fond sans distraction et au bout d'1 heure, on fait une pause. Deuxième excuse, j'ai trop à faire. L'auteur dit qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Si on se sent submergé, c'est important de demander de l'aide. Parfois, un œil extérieur arrivera plus facilement à voir ce que nous on n'arrive pas à voir parce qu'on est trop submergé. Bien sûr, il faut écouter quelqu'un qui sait ce qu'il fait, pas n'importe qui. L'auteur dit aussi qu'il faut rester pragmatique. Parfois, on a l'impression qu'on est obligé de tout faire dans l'instant, sinon tout va s'écrouler autour de nous. Il faut être honnête et se demander pourquoi est-ce que je fais tout ça? Est-ce que je dois absolument tout faire? Est-ce que cette tâche ne peut pas attendre? Découper ces tâches, comme on l'a dit, pour éviter d'être pris de panique. On peut noter toutes ces tâches et déterminer celles qui sont urgentes et celles qui le sont moins. Prioriser les plus importantes. On devrait aussi faire passer ces tâches en priorité avant toute distraction. Réaliser quelques-unes de ces tâches, ne pas répondre aux appels ou aux messages pendant qu'on est occupé et qu'on réalise ces tâches, car on va vite perdre beaucoup de temps si au final on est toujours coupé pendant qu'on travaille. Au moins le fait de commencer par ces tâches importantes, on se dit que c'est fait et après on est plus serein pour continuer sa journée. Troisième plainte, j'en peux plus. J'en ai déjà parlé un petit peu avant, mais c'est important de faire des pauses et prendre des congés quand on en a besoin. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner si on fait une pause, et au final si on s'épuise trop, on n'arrivera plus à rien. C'est très important de faire des activités qu'on aime, de se faire plaisir, parce que la vie c'est aussi fait pour ça. Donc s'accorder du temps. Par rapport à cette partie, je suis d'accord avec l'auteur qu'on a tendance à dramatiser beaucoup de choses inutilement. Moi la première, quand j'analyse trop les choses et que j'analyse trop loin dans le temps, j'ai l'impression d'être submergée. Au final, beaucoup de scénarios catastrophes qu'on s'imagine dans notre tête ne se réalisent même pas. Il vaut mieux se concentrer, comme elle l'a dit, sur une tâche à la fois, un pas à la fois, et maintenant c'est ce que j'essaye de faire au maximum et ça m'aide beaucoup parce que sinon je suis tout le temps stressée parce que je me dis il faut faire ça dans une semaine, dans un mois il faut faire ça, et j'ai l'impression que j'ai 10 000 trucs à faire et que si je les fais pas ça va être une catastrophe. Par exemple en ce moment là on fait des travaux et j'ai l'impression que ça va être interminable, il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à acheter, et au final si je me projette trop, bah forcément ça va faire une somme énorme de choses à acheter, ça va faire aussi énormément de temps à passer pour que les travaux soient finis, donc ça va me procurer du stress. Du coup maintenant j'essaye de me dire bon aujourd'hui il faut faire ça, ça et ça. À la fin de la journée je suis fière parce que je me dis que ça a avancé et que c'est le principal et que chaque petit pas qu'on fait ça nous permet d'avancer vers notre objectif. Je me répète ça le plus souvent possible et je fais en sorte toujours de voir le positif à la fin de la journée et de me dire voilà aujourd'hui j'ai fait ça, je suis contente parce que j'ai avancé sur ça. Et même les journées où on fait pas les travaux, on se repose, je me dis ça va nous permettre d'avoir plus d'énergie pour avancer. Voilà, toujours essayer de se concentrer sur le positif. Et comme je l'ai dit plus tôt, trouver l'équilibre entre faire et entre se reposer. Par rapport à ce qu'elle dit sur les plaintes qu'on peut avoir souvent, donc je n'ai pas le temps, j'ai trop à faire et je n'en peux plus, je suis d'accord avec le fait que c'est important de prioriser ses tâches, comme j'en ai parlé un peu juste avant. J'ai toujours l'impression que j'ai 1000 trucs à faire alors que certaines tâches peuvent attendre. Donc les prioriser, ça permet vraiment d'être plus serein et d'y voir plus clair. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao!